To everyone. I'm Rabbi Jacob Soyez les Blumenthal. bienvenus. Je suis le rabbin Blumenthal de l'Assemblée et je voudrais vous donner le bienvenu. Soyez les bienvenus. Il y a beaucoup de gens de partout dans le monde qui se sont réunis pour apprendre avec nos experts sur l'usage de la technologie dans les fêtes et les Yom Tov. Je voudrais remercier Mauricio Bolter de ma sortie à l'AMI et son staff parce qu'ils sont tout préparés pour aujourd'hui pour que nous puissions avoir cette conversation au niveau global. Et je voudrais vous remercier d'avoir le temps aujourd'hui pour présenter vos opinions, pour entendre et apprendre avec nous. Aujourd'hui, nous allons écouter deux opinions sur les use de la technologie sur Yom Tov et les fêtes, mais il y a une multitude de manières dans lesquelles nous pouvons utiliser ces technologies ou ne pas les utiliser pour améliorer nos fêtes. L'Assemblée rabbinique m'a sorti Olami. Nous sommes tous ici pour vous soutenir dans vos décisions en tant que congrégation, communauté, comme rabbin. Nous nous sommes réunis pour faire ces décisions. Nous ne sommes pas ici pour présenter l'une ou l'autre comme celle qui est parfaite pour vos communautés. En tant que mouvement conservatif, nous n'avons pas une unité de pratique, nous avons une unité d'approche. Nos observances peuvent évoluer avec le temps dans des différentes communautés pour satisfaire les besoins de la communauté juive dans ce moment. C'est pour ça que nous avons besoin de plus de halakha et pas moins. Nous devons regarder nos traditions et nos textes et aussi nos communautés et nos âmes pour arriver à une compréhension de la pratique la plus appropriée pour chaque communauté, pour que les communautés soient ensemble pour la célébration et les fêtes. Pour moi, je vais donner la parole à l'Assemblée rabbinique qui va continuer avec cette présentation. Ilana. Bonjour, shalom tout le monde. C'est un plaisir d'être ici pour participer à cette conversation. Je suis la directrice de développement rabbinique global et je suis très intéressée de vous aider dans ces moments si difficiles. Nous devons continuer notre éducation et il faut travailler avec nos ressources. En parlant de ressources, il y a le link que je vais vous donner sur le chat pour nos associés, l'Assemblée des éducateurs juifs et d'autres, et l'Association nord-américaine aussi. Il y a une tendance dans la congrégation nord-américaine, il y a beaucoup de ressources que nous pouvons utiliser. Et quand nous pensons aux ressources, il y a 46 jours pour Rosh Hashanah, mais il y a beaucoup de jours pour d'autres fêtes et il faut chercher une opportunité spéciale pour que les collègues commencent en octobre le 18. On va parler de l'attention de nos rabbins. Vous verrez toutes les ressources. Maintenant, je vais introduire notre modérateur aujourd'hui, rabbin Analia Bortz, la première rabbin féminine en Amérique latine qui a complété ses études à Jérusalem. Elle a été la femme avec plus d'influence partout dans le monde en parlant de l'infertilité. Elle est une des femmes les plus influentielles en 2019. Après 19 années en Atlanta, avec son mari, Analia a fait Alia il y a 2 semaines. Elle est la mère de 2 filles. Tamara
est arrivé en Israël pour faire Aliyah quelques heures avant. Soyez bienvenus, Analia Bortz, rabbin. Shalom. Je suis bénie d'être ici. C'est merveilleux d'être chez moi. Et c'est merveilleux de voir beaucoup de familles, de visages familiers. C'est fantastique que nous soyons tous ici. Aujourd'hui est un jour important pour les mouvements Masorti, les mouvements conservatifs et les Masorti. Je crois qu'on va se demander qu'est-ce qui se passe. Et nous sommes ici. Ce que nous pouvons voir, c'est un groupe de rabbins, un groupe de gens qui sont très intéressés partout dans le monde, de l'Australie, le Chili, l'Amérique, le Canada, etc. Aujourd'hui, on a l'opportunité incroyable d'apprendre les uns des autres avec les autres. C'est une conversation qui ne va pas nous donner à confrontation. C'est une conversation pour apprendre les uns des autres. Je voudrais rappeler à tout le monde comment on va faire ceci. Rabbin Heller va présenter son document, sa teshuva, de 34 pages. Il va partager avec nous la manière de lire son texte. Rabbin Levin va présenter le dessin. Elle va présenter son propre point de vue sur l'autre teshuva. Et aussi, un autre rabbin va présenter sa propre manière. Alors, c'est Masorti Olami et l'Assemblée rabbinique. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'il y aura cette seule manière que Dieu nous permet de nous réunir, d'avoir une conversation qui soit pertinente pour les prochaines générations, une chose avec laquelle nous puissions vivre, qui ne soit pas un obstacle. Nous sommes dans le 21e siècle et il y a des défis. Et avec la pandémie et COVID-19, nous avons dû nous adapter aux défis. C'est-à-dire, celui qui étudie une caractéristique ne va pas arriver aux bénédictions. Alors, il faut entendre tous les côtés pour apprendre, pour croître de manière spirituelle et émotionnelle, parce que toutes les opinions sont bien si nous nous respectons et nous respectons les opinions des autres. On va alors introduire les premiers présenteurs. Joshua Heller est un rabbin expert en technologie et loi juive, gradué de l'université de Harvard. Il a publié des papers et il a réfuté un travail au Silicon Valley et il est allé à GPS et il est devenu le 9e rabbin de sa famille, la 9e génération de rabbins. Alors, il va parler. Il est le principal rabbin de la congrégation et aussi il est un ami de mon mari et une personne incroyable. C'est une très grande opportunité que nous avons d'entendre rabbin Joshua Heller qui va parler de la possibilité de diffusion en direct pendant le Shabbat et les fêtes. Ma mère est ici, elle est très contente de t'avoir entendu. Je voudrais vous dire que je suis très content que ceci soit une conversation internationale.
Mon père était le président de ma sortie Olami et il était l'un des rabbins qui comprenait qu'il s'agissait d'un mouvement mondial. Ce n'est pas une chose qui se passe seulement en Amérique. Et je suis très content que nous avions cette conversation internationale. Mais je reconnais aussi que les États-Unis sont très différents du reste du monde. Je suis dans l'État de Georgia où COVID est très compliqué. Ici, les circonstances sont très difficiles. Ma tchouva est très longue, c'est très difficile à résumer, mais je vais vous dire pourquoi j'ai écrit cette tchouva. La diffusion en direct au Shabbat était déjà un phénomène avant ceci. Il y avait des synagogues qui faisaient une stream unidirectionnelle et il y a d'autres qui ont commencé dans les derniers mois. C'est-à-dire que ceci avait déjà commencé et nous voulions comprendre cette tendance. Un des arguments que je fais ici est Pikuach Nefesh. La question est que si une chose est dangereuse, on peut ne pas le faire. Si c'est dangereux que les gens aillent prière, ils ne vont pas aller prière pour 6 mois a un impact négatif. Une des conséquences négatives est que s'il n'y a pas de communauté pendant beaucoup de mois, c'est trop dur pour les gens et les gens vont être tenter de faire des petites choses qui ne sont pas permises. Il y avait un temps où les gens donnaient des préservatifs, même si le sexe hors du mariage était problématique, parce que l'autre option, c'était que les gens allaient être malades. Alors, les gens viennent même si elles peuvent être exposées, et alors on reuniones en vivo, o sea que tenemos que... Pour les congrégations, c'est très important d'avoir des services en direct. Il y a une question de Shatatzta dans des moments très urgents quand les circonstances le demandent. Je reconnais qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans un moment inhabituel et après ne pas retourner à la situation d'avant. Alors, je vais vous parler de l'histoire de ce que je parle. En 2001, il y a eu un tchouva sur les services et il a dit que s'il y a 10 personnes dans un lieu et ils peuvent se voir, tout le monde peut faire partie de ce groupe. Alors, un minion Zoom, le problème était que si les 10 personnes n'étaient pas sur le même lieu, cela était compliqué. Je parlais d'un minion sur Zoom maintenant, mais ça ne va pas continuer après la pandémie. Pour notre conversation d'aujourd'hui, la question est, qu'est-ce qui se passe avec le Shabbat? Notre tradition a été de dire qu'il y a des choses que nous pouvons préparer avant Shabbat pour les avoir pendant Shabbat, même s'il n'est pas permis de les faire pendant Shabbat. Je peux avoir beaucoup de choses qui sont allumées avant Shabbat. Je peux avoir le mail, mais ne pas le lire. Il y a l'idée de Shabbat, il y a des choses qui ne sont pas permises, alors on va faire beaucoup de choses avant Shabbat pour les jouir à Shabbat. Les défis que nous avons, c'est que
beaucoup de choses du point de vue technologique. Les problèmes d'utiliser un ordinateur ou un téléphone pendant Shabbat, c'est qu'il y a du travail qui n'est pas permis pendant Shabbat. L'électricité n'est pas du feu. Il y a des gens qui disent que l'électricité est comme le feu. Même si la laptop est chaude, moi, je ne vais pas la mettre pour faire de la cuisine. Mais l'une des choses qui sont prohibées, c'est Kotev, c'est-à-dire d'écrire. Et beaucoup de choses que nous faisons à Shabbat avec la technologie. Par exemple, cette session est enregistrée maintenant. Et il y a d'équipements qui peuvent ne pas marcher. Il peut y avoir des failles qui peuvent requérir une chose qui doivent être réparées. Alors, les questions dans cette chouva, une chose, les choses que l'on fait par streaming, et ça est permis par la Torah, c'est un travail qui est permis ou prohibé. Par exemple, écrire quelque chose à permanence est interdit. Mais il y a d'autres choses qui sont seulement interdites en termes rabbiniques et pas par la Torah. La préférence est qu'il y ait quelque chose qui est organisé avant Shabbat et qu'il ne faille pas le toucher. Par exemple, s'il y a une caméra dans les sanctuaires et il y a une diffusion directe, quand on regarde, on voit ce qui se passe dans les sanctuaires. On se connecte. Peut-être si ce n'est pas l'heure, ça sera obscur. Ça peut être discuté ou défendu, mais ça va avec notre tradition. Le défi est que cela n'est pas toujours la manière dont les choses se font. Il y a des technologies aujourd'hui et tout le monde utilise les Zoom maintenant. Je vais proposer une chose. Avoir une personne qui n'est pas juive qui soit disponible pour la technologie, qui ne doit pas être dans le même lieu. Et l'autre chose est qu'il y a des trucs que l'on peut utiliser pour ces situations d'urgence. Il peut y avoir un décret rabbinique. Par exemple, si vous essayez par exemple, vous pouvez utiliser une autre partie de le cou, par exemple, pour toucher le clavier, et ça ne sera pas une violation. Il y a une autre chose, un gramme. Faire une chose avec une cause indirecte. Une chose qu'on est en train de discuter, c'est que si vous avez un ordinateur qui est activé par la voix, ce n'est pas vous qui faites, ce n'est pas un acteur indépendant. L'action est indépendante de nous et ça va être considéré pas direct. Mais avoir une personne non juive peut ne pas être possible. Il y a des communautés où il n'y a pas de personnes qui ne soient pas juives. Ces règles sont compliquées et dans certaines communautés, il y a par exemple quelqu'un qui n'est pas juif qui va faire le café. Alors, même la manière de préparer la nourriture pour Shabbat, ce sont les choses qu'il faut tenir compte ici. Une autre question est l'idée que si quelque chose ne doit pas être utilisé au Shabbat, il faut ne pas la toucher. Et il y a aussi des trucs pour l'éviter, mais ma préférence serait que personne ne touche l'ordinateur, que les gens puissent seulement s'asseoir et regarder. Mais il faut le plan.
Moi, j'ai dû venir chez moi pour avoir l'ordinateur pour backup ou quelque chose comme ça. C'est possible qu'une chose ne marche pas, mais presque tous vont le faire. Il y a une différence entre perdre une semaine et perdre une année. Et il y a beaucoup de pression sur les fêtes. Et c'est pour ça que je parle d'avoir des copies et des backups. Et c'est idéal d'avoir quelqu'un qui n'est pas juif pour les émergences. Mais il y a un autre défi. Même si je fais tout correctement, je laisse le Zoom ouvert et il y a des gens qui laissent l'ordinateur allumé, mais 95 personnes vont se connecter sur Shabbat et ça va être alors quand le service sera ouvert. C'est comme quand on ouvrait les synagogues et les personnes conduisaient vers la synagogue. S'agit-il d'une violation du Shabbat? Si l'on parle d'une voiture électrique, ça pourrait être différent. Mais il y a un principe dans la loi juive. Il y a un principe dans la loi juive. On ne devrait pas mettre un obstacle devant les autres. Si on va offrir une chose qui va permettre les gens de se connecter, est-ce qu'il s'agit d'un obstacle aussi? Il y a deux réponses. La majorité des personnes qui se connectent au Shabbat, ce n'est pas qu'ils n'utilisaient pas l'ordinateur, ils regardaient Netflix au lieu de m'entendre à moi. Et l'autre chose est que, avec Ifne Hiver, si l'on permet quelqu'un de le faire, ce n'est pas Ifne Hiver. Si j'invite quelqu'un à Shabbat chez moi et je leur offre l'opportunité de rester ou de marcher chez moi, c'est leur responsabilité, pas mienne, mais aussi il y a le principe qu'après le temps, les gens vont être plus proches. Mais il y a les détails qui importent, les défis de la technologie, c'est-à-dire qu'il y a 3 pages sur ma tchouva des questions techniques pour résoudre les petits problèmes, pour résoudre les problèmes de Zoom qui peut être allumé pendant 24 heures. Alors, l'Assemblée rabbinique doit décider si nous allons demander que Zoom soit allumé pendant 2 jours et nous allons parler avec d'autres compagnies pour développer d'autres alternatives qui ne soient pas Zoom. Il paraît que ça va marcher et on va vous donner les renseignements et nous allons vous dire qui sont ceux qui marchent. Maintenant, parlons de la question la plus importante. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Bon, peut-être les gens ne reviendront quand ceci sera fini. Est-ce qu'ils reviendront au temple? Yatsa, il y aura des gens qui vont regarder les services en ligne et ne pas venir, mais il y aura plus de gens qui ne feraient rien de juif et maintenant ils vont le faire parce qu'il est disponible dans un format qu'ils aiment. Nous avons Peloton en Amérique. C'est un écran où il y a des écrans pour les gens pour faire exercice avec un professeur qui est sur un vélo. Et il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Nous ne devons pas offrir ça en Shabbat, mais je crois, même s'il y aura une vaccine, nous allons avoir la question des gens qui vont
chercher d'expériences religieuses en ligne et nous devrons être préparés pour ça. Ceci, dans beaucoup de communautés, les gens vont chercher ça et vouloir ça. Nous regardons aussi la question, qu'est-ce que ça signifie avec le changement du monde? Nous sommes allés dans une nouvelle manière. Nous avons parlé des sacrifices et il y avait les prières tous les jours, les synagogues existaient. C'est probable que ceci soit important comme la presse a imprimé. Ce que le virus a fait, c'est d'accélérer la tendance qui était là. Il y avait des synagogues qui faisaient diffusion en direct il y a 4 ans. Et en dehors du monde orthodoxe, ceci va être une grande expectation. Les gens vont attendre ceci. C'est comme la musique instrumentale. Ma synagogue n'a pas de la musique instrumentale à Shabbat et nous ne chantons pas beaucoup pendant la semaine. Nous ne sommes pas un problème parce que chanter, c'est un problème avec le virus, mais nous sommes face à un monde qui change et change. Alors, comment fait-on pour préserver le Shabbat? Notre tradition comprend que la lettre et l'esprit de la loi ne sont toujours. C'est pour ça que nous avons le Hirut et le Blah. On peut mettre quelque chose sur la cuisine, par exemple. Je peux mettre mon siddur sur le clavier pour ne pas oublier. Nous avons inventé les héros. Je peux écrire un pour les fêtes. D'une certaine manière, je vais me rappeler que ce que je fais est un compromis pour me permettre de participer. Mais aussi, il y a les principes des bougies, des Torah. La Torah dit, il ne faut pas allumer un feu. C'est ça. On va être dans l'obscurité. Non, avant Shabbat, on peut allumer les bougies. Nous pouvons écrire et il y aura des choses, mais il y a des choses qui ont à voir avec quoi l'on se connecte. Ça serait bien qu'il ne soit pas de cette manière, mais c'est le monde dont nous vivons et nous devons défendre les traditions, vivre avec la loi, mais dans le monde. Et je dois insister sur l'importance de Pikuach Nefesh. Nos services en Shabbat, l'Internet ne marchait pas, j'ai dû revenir chez moi. C'était le premier Shabbat avec une famille Mavitzpa dans les sanctuaires, mais ils n'étaient pas là parce qu'ils avaient peur du coronavirus et ils étaient très soigneux. Si ça n'avait pas été le cas, nous serions maintenant dans une situation différente parce qu'ils ont fait les tests avant d'aller à la synagogue. Alors ici, ce qui s'applique ici à Georgia peut-être ne s'applique pas partout dans le monde, mais avec cette épidémie, il y aura des gens qui vont sentir qu'il est dangereux de sortir. Il y a des gens qui sont isolés ou faibles et vont trouver une manière d'avoir accès à la communauté. Avec ça, je vais finir. Je vais vous remercier pour m'avoir donné le temps. Et je voudrais saluer mon collègue. C'est
une occasion d'être en débat entre nous pour... Merci, Ravan Keller. Ça a été un plaisir de vous entendre. Je vais rappeler tout le monde que nous avons 5 livres de Torah et beaucoup d'autres livres. Nous avons un trésor que nous partageons dans notre tradition. Alors, avec ce sens des rabbins qui nous ont inspirés dans le Mishnah et Talmud, on peut dire que nous sommes nous avons la fortune d'avoir cette tradition qui ne nous enseigne une voix, mais beaucoup de voix. Et j'ai dû avant, ceci et cela, ce sont les mots du Dieu qui nous parle. On peut entendre d'un côté et de l'autre côté. Et ici, on peut partager les différentes parties du monde. Et après, Ravan Keller qui a parlé des dangers pour l'âme, Sha'atat-Chak, les choses qu'on peut faire pour un cas d'urgence ou avoir quelqu'un qui n'est pas juif qui peut nous aider et ne pas mettre un obstacle par devant d'une personne, les concepts et comment écrire les concepts des choses qui ne sont pas permises. Maintenant, Ravan Amy Levin, mon ami, nous connaissons il y a beaucoup d'années. Nous avons étudié ensemble ici à Jérusalem il y a 27 années. La deuxième femme à être ordonnée à Jérusalem. Elle fait partie d'un programme du séminaire théologique de New York. Ravan Amy Levin et elle a participé dans le collège hébreu et elle a aussi prêté ses services dans le comité de l'Assemblée internationale. Elle est rentrée en Israël et maintenant elle habite dans un kibbutz au nord de l'Israël. Mon amie Ravan Amy Levin, elle analyse tout, elle nous enseigne toujours avec son cœur et aussi avec ses actions. Tout ce qu'elle touche devient d'or. Alors, Ravan Amy Levin, vous avez la parole. J'ai peur d'ouvrir la bouche après cette présentation. Plaisir que tu sois là. Je voulais beaucoup participer dans cette réunion avec vous tous. La première chose que j'ai écrite, que je voulais parler avec vous, c'est ce que Ravan Bortz a déjà mentionné. J'ai une autre manière de le faire. On fait des blagues sur des juifs et 3 opinions et la polarisation. Mais moi, je crois que 2 juifs et 3 opinions, ça fait partie de notre tradition. Les efforts of the Hachaviv dans l'expérience Mishneh, nous voyons un ethos de respect mutuel. Les opinions sont très estimées, respectées. Parce que l'école de Hillel a pris
les opinions des autres, alors il y a une opinion plus ample, plus large. Après avoir dit ça, je suis très contente que Ravin Heller et moi, nous sommes de la même côté. Nous avons écrit des choses ensemble. Nous sommes du même côté. Mais à ce moment, je regrette mais j'ai dû écrire ces dissents. C'est important pour moi d'exprimer mon opinion. Mon document n'est pas un teshuva. Il n'a pas été soumis à vote comme celui de Ravin Heller. Le mien, c'est seulement l'opinion d'un membre de la communauté. Je commence le texte avec une méthodologie que j'utilise quand je parle de la loi juive ou quand j'écris un sermon. Je commence toujours avec les éléments de base. À ce moment, je crois que la conversation doit se baser sur l'essence du judaïsme rabbinique. Comme j'ai déjà dit, c'est le respect mutuel. Nos savants qui étaient au commencement sont arrivés aux tables avec deux compromis importants. Le premier était la question. Nous sommes ici dans un moment différent, dans un lieu différent de nos ancêtres qui étaient dans le désert. Nous sommes dans une société différente avec des économies et cultures différentes. L'hébreu que nous parlons maintenant n'est pas le même hébreu qu'il parlait au désert. Alors, comment pouvons-nous maintenir notre compromis avec la Torah quand nos documents de base parlent d'une culture et une langue que nous ne comprenons pas complètement? Et comment pouvons-nous interpréter ce que la Torah attendait de nous quand nous avons tous ces obstacles pour comprendre à profondeur comment ça doit être notre compromis avec ces accords? Ici, la question, même aujourd'hui, Ravin Heller et moi, nous pouvons nous asseoir à la table. Quand on le faisait dans le passé, la question était qu'est-ce qui se passe maintenant? En vue de notre réalité, la technologie, la culture, la connaissance scientifique qui est maintenant disponible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment allons-nous continuer quand la réalité change tout le temps? L'autre partie du compromis qui est fondamentale pour ce procès de judaïsme rabbinique est l'humilité halachique. Il y a une seule réponse à la question. Il y a de différentes approches, il y a des nuances, il y a différentes manières de discuter la question. Il y a quelques questions simples, mais en général, nous sommes tout le temps à discuter parce qu'il y a beaucoup d'approches différentes. Il y a des gens qui viennent avec humilité et intégrité poser les questions. Alors, mon point de départ pour ce sujet est
Comment pouvons-nous maintenir notre compromis avec l'accord dans ces moments, avec cette réalité? Et comment est-ce que nous pouvons approcher cette question avec humilité en reconnaissant qu'il y aura d'autres opinions qui seront présentées à la communauté avec la même intégrité et honnêteté que nous avons? La première chose qui m'a surpris dans cette conversation est la question de chat attract. Nous sommes dans un moment qui présente un danger imminent. La question est, quelle est la menace dans ce moment? La santé des individus est menacée à ce moment, en particulier dans les cultures et les communautés où les gens ne prennent pas distance physique, ne portent les masques ou ne lavent les mains. Toutes les choses que nous savons que nous devons faire, qu'on nous demande de faire. Et ce qui n'est pas clair pour moi, c'est que l'intégrité, le bien-être de nos communautés est menacé par la pandémie quand la santé est en danger à cause de la pandémie. Souvent, parfois, je peux voir les choses différemment parce que j'habite en Israël, mais parfois, je regarde et je vois que l'opinion publique est très affectée par un moment en particulier, par une chose qui apparaît très urgente aux États-Unis, mais ça se passe aussi en Europe. Et parfois, nous n'attendons pour vraiment voir la réalité. Je rappelle qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup de choses en ce qui concerne les pandémies, d'autres pandémies. Et il y avait des films et les gens regardent ces films maintenant. Pour le bien-être, pour la sécurité, ce n'est pas une bonne idée de regarder ces films de terreur. Et je crois que c'est difficile de sortir de cette situation et pouvoir dire, bon, vous savez, c'est terrible, il y a le virus partout, mais ça ne signifie pas que tout soit doivent changer. L'une des choses que je dis dans ma dissidence, c'est que nous ne savons pas combien de temps notre vie va être limitée ou affectée par la COVID-19. Nous ne savons pas combien de temps il y aura le besoin d'observer et continuer avec ces pratiques, laver les mains, porter les masques. Nous ne savons pas. Je vois que les scientifiques qui travaillent sur les thérapies et les vaccins, ils auraient une solution plus rapide qu'avant. Je ne parle pas d'un nombre de mois, peut-être pas 6 mois ou 8 mois, peut-être un an. Mais je crois que nous devons regarder autour de nous et voir quel est l'essence ici. Notre tradition nous insiste qu'il faut vivre en communauté
Les plus traditionnels vivent à une distance courte les uns des autres et même si nous ne pouvons marcher, nous sommes dans une région géographique qui crée une approximation géographique. On peut être près des autres dans la communauté, peut-être deux, trois, peut-être on connaît les membres de la communauté parce que nous sommes tous très près les uns des autres. Je dirais que ceci est l'opportunité pour que nous fassions des choses créatives pour créer un sens de communauté, pour créer notre propre vaccin contre la solitude et l'isolement et créer des efforts pour construire les communautés de manière personnelle, mettre dans les mains des membres de nos communautés la capacité de souffler un chauffard, d'être le leader d'un service, de créer des petits groupes dans le quartier, ou peut-être avec les voisins que l'on peut voir par la fenêtre, pour les gens qui doivent rester chez eux. Peut-être souffler les chauffards pour eux ou prière avec eux. Et nous avons aussi 6 jours par semaine où nous pouvons faire du Zoom et la diffusion en direct et nous pouvons créer la sensation de proximité dont nous avons besoin. Alors, nous n'avons pas besoin d'utiliser les mêmes outils en Shabbat. Nous avons les autres 6 jours de la semaine pour le faire. J'avais suggéré un brainstorming pour mon dissension, pour ma dissidence. Je ne dis pas que mes idées vont marcher pour toutes les congrégations, mais je voudrais savoir quelles sont les possibilités. Les gens qui ne sont pas dans la communauté, les gens qui appartiennent à chaque communauté peuvent décider quelles sont les alternatives, les options qu'ils ont pour Shabbat. Et ces choses peuvent être créées, elles peuvent être créatives et faire les gens participer. Et peut-être les gens n'ont pas pensé à ça avant parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Maintenant, ceci fait partie du rythme qui continue et il y a beaucoup de personnes pour lesquelles Shul, ça se passe pendant Chag et ce n'est pas nécessaire pendant le reste de la semaine. Mais mes collègues de congrégation, les rabbins, les présidents de congrégation vont nous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la semaine aussi. La communauté juive n'est pas là seulement pendant le Shabbat et nous devons voir ce qui se passe pendant la semaine et souligner ça et le promouvoir pour que les gens participent pendant les 6 jours au lieu de le faire le jour du sabbat. Les arguments de la halakha, je vais faire exception à l'interprétation du rabbin Heller, du Shatchathak. Je ne crois pas que nous soyons au bord d'un abysme existentiel en tant que communauté juive. Je ne vois pas le besoin de permettre cette laxité ou flexibilité dans l'interprétation de la loi juive dans ce moment. Il peut y avoir des congrégations qui voudraient, qui ont besoin de participer au streaming ou à la diffusion en direct ou Zoom, mais je crois que
le réseau de l'avoir. Le rabbin Heller a dit qu'il a dû rentrer chez lui. C'est seulement un élément du réseau entier des gens qui reçoivent le streaming. Il y a les microphones, il y a les écouteurs, il y a l'ordinateur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faillir et pas tout le monde a l'option d'aller dans un autre endroit pour participer de cette manière. J'ai vécu avec le mouvement et il est arrivé un point dans ma vie où je me suis rendu compte que ce qui nous maintient ensemble est la laha. Et c'est ça qui m'a amené du réforme au judaïsme conservateur et pas à l'orthodoxe parce que l'intelligence, l'intégrité du procès rabbinique dans le judaïsme conservatif m'a démontré que la vie halachique ne doit pas être vécue dans un monde du 19e siècle, mais dans le monde contemporain. C'est un des lieux où nous voyons la crise. Pour moi, l'une des sens c'est de retenir la halakha. La rapidité avec laquelle le Zoom et la diffusion en direct s'est passée dans beaucoup de congrégations, il y a beaucoup de gens qui restent à côté. L'essence du judaïsme conservatif est de changer et aller au-delà des limites. Il y a des gens qui m'ont dit c'est comme la question de conduire une voiture le Shabbat. Il faut définir l'essence du judaïsme conservatif et j'espère que ceci ne va pas être le pivot à ce moment. Les rabbins massortis et conservatifs des communautés qui ne sont pas aux États-Unis sont moins familiarisés avec l'Amérique latine, mais en Israël et en Europe, on fonctionne sans cette question. En ce qui concerne de quoi il s'agit, massorti et conservatif, nous sommes dans l'état de devoir démontrer à tout moment notre halakha et cette question de diffusion en direct et zooming, c'est un défi pour nous. C'est un défi pour nous, un défi que je sais, ni Rabbin Heller ni les autres rabbins ont attendu, mais nous sommes beaucoup de gens partout dans le monde et il me semble correct de mentionner la réalité que nous sommes en train de vivre dans ce côté du monde. La question de ce qui se passe avec la communauté juive dans un moment comme celui-ci, ce que nous avons ici, c'est l'opportunité de
faire une communauté plus forte, créer une dynamique entre les gens. Parfois, la communication est unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Il y a d'informations et des enseignements des rabbins et éducateurs et enseignants. Et les membres de la communauté ne sont pas là. S'ils sont actifs, ils communiquent activement avec les gens essentiels de la communauté, les rabbins, les enseignants, les présidents, les directeurs. Ce que je vois ici, c'est l'opportunité de créer de différents modes de communication dans de différentes directions. Les membres des congrégations pourraient parler avec les membres des congrégations ou les membres des congrégations peuvent aider les uns aux autres, enseigner les uns aux autres, en créant des communautés là où ça sera possible géographiquement. Nous avons des petites congrégations, des congrégations dans les zones urbaines et rurales. Et pour donner un exemple d'une chose qui est vraiment un phénomène, est qu'ici, en Israël, dans les villes, il y a des gens qui sont dans les balcons des appartements et ils créent des mignonies avec les voisins dans les autres appartements et ils sont ensemble, même s'ils ne sortent pas de chez eux. Je ne dis pas que ça soit possible pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de congrégations en Amérique, par exemple, mais c'est un exemple de prendre la communauté, la vie communautaire dans nos mains et créer des groupes de gens qui peuvent soutenir les uns aux autres et créer un mignon, même s'il s'agit d'un quartier suburbain. Ils peuvent peut-être souffler un chauffard ensemble ou quelque chose comme ça. J'espère que ceci sera une plateforme pour penser de manière créative, pour donner des pouvoirs aux membres des communautés, pour partager les connaissances à niveau qui ne sont pas nécessairement disséminées de cette façon. Et je crois qu'il y a le potentiel de créer une énergie, un enthousiasme différent pour ma sortie et le judaïsme conservatif que peut-être nous n'aurions pas à voir sans le virus. Merci, Ravan Levin. S'il y a une chose que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui est le jour que nous avons tous attendu. Ravan, s'il vous plaît, on va continuer avec cette discussion. Je ne veux pas être... je sais qu'il y a des questions dans le chat, mais nous avons quelques minutes pour questions et comme il y a des gens qui ont envoyé les questions par avant, ici le moment où nous allons voir ce qui se passe avec Shahadat Haq et l'urgence. Est-ce qu'il y a une urgence ou pas? Is there a pikuach nefesh ou pas? Pendant la semaine, ce n'est pas une chose qui met les vies en danger. Et peut-être il faut suivre ce que les autorités de santé nous disent. Is this comme Ravan Heller a parlé de la tentation, aussi être tenté de peut-être réparer un système qui est en faillite. Alors, toutes ces choses, nous devons couvrir avec les questions. Maintenant, je vais présenter Ravan Chaim Wiener.
Quand on devient un rabbin, on est un ami. Nous sommes devenus d'amis. Nous sommes. Merci beaucoup de vos. Quand Rabbin Heller a écrit son Tchouva, il y a eu le dessin d'Ami Levin et ma sortie au Lami, c'est le mouvement conservatif partout dans le monde. Le rabbin va présenter ce qu'il a écrit avant la Teshuvah et le dissentement. Il parle du mouvement Massorti au Royaume-Uni et d'autres pays de l'Europe. Rabin a été le directeur national d'Israël. Il a participé dans la synagogue de Londres, directeur de la région européenne du mouvement Massorti, et il a eu des voyages dans des destinations en Europe. Alors, merci d'avoir parlé pour tous nous tous et d'avoir parlé sur ces sujets partout dans le monde, sur les sujets en ce qui concerne le Massorti. Merci beaucoup de ta présentation. C'est un honneur pour moi d'être ici pour vous parler, de parler avec mes collègues rabbins. Je vais parler de la réponse à la Teshuvah en Europe et je voudrais faire une description au lieu d'un argument. Je voudrais décrire comment la Teshuvah a été comment ça a été reçu dans nos communautés. Et je vais parler de 4 périodes avant de Teshuvah, après la Teshuvah et après la guide que nous avons donnée à nos communautés. Je le ferai rapidement. Avant le Teshuvah, le confinement à Londres a été le 13 mars et en Europe et aux États-Unis. Alors, il fallait très rapidement aborder cette question et nous avons consulté avec les rabbins européens. Nous sommes tous très proches et nous parlons chaque semaine, même chaque jour. Et nous devions donner des guides. Et on a commencé par dire qu'il ne fallait pas permettre le streaming. On pouvait faire les choses le vendredi l'après-midi ou le dimanche. L'idée était de ne pas introduire la technologie dans nos communautés dans le Shabbat. Et nous avons fait un tshuvot sur l'utilisation de streaming en Shabbat et Yom Tov. Et après ça, une semaine après, il y a eu un autre avec des orientations sur quoi faire et pendant la pandémie où nous étions. Et nos guides étaient très pareils aux guides qui avaient été donnés par l'Assemblée rabbinique. Nous avons dit qu'il fallait tout préparer avant et ne pas toucher la technologie pendant le Yom Tov. Et ça a été l'opinion par consensus. Et c'est ça que les communautés étaient heureuses de faire. Mais après, le Teshuvah est arrivé, a été publié, et la Teshuvah n'a pas été bienvenue avec enthousiasme. Et il a été regardé comme une
contre notre position qui tomait un mouvement, qui prenait un mouvement qui était content et créait d'incertitude. Et c'était comme ça. Je ne veux pas parler sur les choses spécifiques de la tchouva, mais il y avait trois choses qui qui ont été un problème pour nous. La tchouva commence avec une description de la réalité auquel il répond, et c'est vrai. Il décrit une réalité, mais cette réalité n'est pas notre réalité. Nous n'avons pas 15% de nos communautés avec diffusion en direct. C'est 0% de nos communautés qui font du streaming. Alors, il n'y a pas de pression pour le faire. Et nous sentions que la tchouva de l'Amérique du Nord était écrite pour les besoins de l'Amérique du Nord et ça va très bien pour l'Amérique du Nord. Les rabbins ont le droit d'aborder ces questions pour eux, mais il y a des conséquences pour nous et personne ne nous a demandé ce qui se passe dans nos communautés et personne ne nous a pris en considération et ils ne sont même pas préoccupés. Et alors, ils n'ont pas pensé aux résultats du tchouva. L'autre problème pour nous, c'est une question politique. Amy l'a mentionné, nos politiques sont différentes de celles de l'Amérique du Nord. Toutes nos communautés sont dans des endroits où la communauté est orthodoxe et l'argument pour la légitimité est s'il s'agit d'un mouvement vraiment à la ou non. Alors, parler de la légitimité est central pour nous. Et il y a eu dans la presse que le mouvement conservatif permettait le zooming et ça a créé beaucoup de problèmes dans les communautés, dans la politique des communautés. J'ai passé beaucoup de temps avec les chefs des communautés parce que il paraissait que les tchouva étaient contre ce que la communauté pensait ou disait. Notre politique est différente. Ceci ne prend pas en compte nos politiques. Nous travaillons dans les communautés pour promouvoir l'observance et comme une partie de ces messages est que Shabbat est le moment de rester, que la meilleure chose que l'on peut faire, c'est d'éteindre le téléphone, d'éteindre l'ordinateur. Et au lieu de ça, maintenant, on dit, bon, il y a le lien de Zoom pour le service d'aujourd'hui. Alors, le tchouva a été publié et la réponse était que ceci compliquait nos vies et il l'a fait, il a compliqué vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Je peux le décrire comme la Troisième Guerre mondiale parce que ce qui s'est passé avec le tchouva est que dans toutes les communautés en Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, on a le besoin d'équilibrer les différents besoins de différentes personnes dans les communautés et l'équilibre qui avait été arrivé a été perturbé par le fait qu'il y avait des gens qui voulaient la diffusion en direct, que voilà la position correcte, et que les rabbins des États-Unis avaient raison. Et ça a conduit à une période de 8 semaines. Je ne peux pas vous dire les noms, la quantité de réunions, de rendez-vous que nous avons eu 3 fois par semaine pour parler de ce sujet et définir
un nouveau consensus. Nous avons eu des rendez-vous avec les rabbins européens, avec les leaders laïcs des différentes communautés, parce que l'équilibre avait été perturbé. Je ne vais pas parler de détails, mais si nous regardons ce qui s'est passé, il a été intéressant de voir où étaient les limites, les lignes. Il y avait une ligne entre les leaders laïcs et pas laïcs. Les rabbins, il y avait de fortes voix dans les communautés laïques qui sentaient qu'il fallait faire du streaming pour maintenir les communautés. Bien sûr, il y a des choses qui se passent en Europe. L'une des lignes a été, il y a eu une limite, une ligne entre les rabbins et les leaders laïcs. Les gens n'étaient pas contre le streaming de la même manière. Et il y a eu aussi une ligne entre les rabbins jeunes et les rabbins plus âgés. Les rabbins les plus âgés, qui sont les leaders des grandes communautés, étaient plus ouverts à quelque sorte de streaming, et les rabbins les plus jeunes, qui sont sortis du séminaire récemment, ils sont idéalistes, ils ont rejeté l'idée de la diffusion en direct. Il y a eu de différents formats, mais il nous a pris 8 semaines de rendez-vous pour avoir des guides pour distribuer. Et maintenant, toutes les communautés vont faire la même chose. Oui, nous ne voulons pas des communautés en compétence pour voir qui fait du streaming et qui ne le fait pas. Alors, nous avons envoyé notre guide final. Et c'est très intéressant parce que notre guide n'est pas si différent de ce qui est sorti du mouvement des États-Unis, même si ça paraît critique quand j'entends cette présentation, quand j'écoute cette présentation, je vois que nous sommes tous face au même problème, le besoin de noter et maintenir l'intégrité du système laïque. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont pareilles et aussi beaucoup de différences. Dans nos guides, il a été très important pour nous. Ce n'était pas des guides sur le streaming. C'est une des choses qui apparaissent sur les guides, mais 80% de ce que nous avons écrit est sur Shabbat. Nous avons écrit sur l'importance du Shabbat, les aspirations, ce que nous voulons du Shabbat dans ce mouvement libéral conservatif et de ces communautés qui pensent au futur. Et il y a une section sur les alternatives. Quelles sont les choses créatives que nous pouvons faire? Et il y a beaucoup de choses créatives. Cette semaine, nos communautés ont fait un accord avec une cathédrale de St. Albans, une cathédrale pour un bâtiment très important. Et maintenant, nous allons souffler les chauffards de l'église et tout le monde va venir à la cathédrale pour entendre les chauffards. Ça a été créatif. Alors, comme je disais, 80% de nos directives sont par rapport à la méditation, à d'autres choses que l'on peut faire qui n'ont rien à voir avec le streaming. Mais oui, il y a une page qui parle de la diffusion en direct.
Il y a besoin de 1 seconde. Alors, il y a une phrase sur streaming où nous recommandons que s'il y a du streaming, ça doit être préparé avant le Shabbat, et que la réponse du rabbin Heller décrit les conditions spécifiques où le streaming doit être organisé, connecté, et nous recommandons nos rabbins de faire attention à la réponse du rabbin Amy Levin, et s'ils vont utiliser les Zoom comme communication bidirectionnelle, il faut alors nous allons permettre le streaming passif, mais nous voulons dire qu'il y a beaucoup d'autres alternatives. Merci beaucoup, Rabbin. C'est une discussion très intéressante et il y a beaucoup de questions. Alors, nous allons vous demander de répondre à les questions. Il y a une manière de penser, une manière très créative. C'est très intéressant, les tours muezzin que nous pouvons accéder pour Rosh Hashanah. Nous pouvons, il y a beaucoup de questions qui sont envoyées par avant et il y a beaucoup d'autres questions dans le chat. Nous allons consolider quelques questions et ceux qui sont intéressés au tchouva de Rabbin Reisner, merci de l'avoir fait. Il y avait quelqu'un qui demandait sur ce tchouva, qui voulait accès à ce tchouva. Merci. Il y a des questions et je voudrais, il y a une question d'Arthur Weiner de New Jersey qui a posé beaucoup de questions, mais la question est, quand on reçoit le tchouva, pourquoi est-ce que nous n'avons pas reçu les dissensions de manière, les dissents n'a pas été envoyé avec beaucoup de force comme le tchouva envoyé par Rabbin Heller. Nous pouvons demander, quand quelque chose est créé, est-ce que nous savons dans le comité une personne qui va dire ceci est le tchouva par excellence de l'Assemblée rabbinique? Voilà une chose. Il y aura des questions aussi. Il y a une question pour Rabbin Heller en ce qui concerne si l'enregistrement, c'est comme prendre une photo. Merci de ta question. Enregistrer, c'est le même que Tuva Koladot. Si ce n'est pas une chose qui reste là, alors il y aura une autorité, la question d'enregistrer le consensus, ou est-ce que chacun peut faire ce qu'il veut? Si vous regardez le comité des lois, il y a tchuvot pour et contre l'enregistrement en Shabbat et ils disent que l'enregistrement doit être préparé avant Shabbat. L'enregistrement n'est pas visible. Si je regarde l'ordinateur, je ne peux pas voir si l'enregistrement est là. Et quand on fait une diffusion en direct, l'information est enregistrée et transférée, mais ce n'est pas permanent.
Mais commencer un enregistrement, je voudrais, c'est une violation du Shabbat. C'est pour ça ce que je dis dans mon tchouva, c'est que il y a des politiques sur le Shabbat. Quelques synagogues ont des caméras de sécurité, mais l'intention est différente là. C'est pas que je ne veux, c'est pas qu'ils veulent voir le service, mais contrôler que quelque chose ne se passe. Commencer l'enregistrement pendant Shabbat, c'est une violation. Mais si l'enregistrement est organisé avant le Shabbat, ça n'est pas nécessairement une violation. C'est pas une activation activée par la voix. N'importe quoi, il y a des bytes qui sont enregistrés et ce que je fais détermine ça. L'argument pour l'enregistrement serait que s'il est établi avant le Shabbat et on ne fait rien, quand on parle, on cause l'enregistrement. On ne peut pas éviter l'enregistrement. On ne peut pas éviter dans une ville d'être enregistré par les caméras de sécurité. La réponse est comme ça. Il y a les deux lignes. Ravan, Amy, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Je voudrais revenir sur le sujet du dissentiment parce que les dissentiments ne sont pas votés comme les tchouva et c'est pour ça qu'ils ne sont pas disséminés et publiés comme les tchouvot. Un nombre de gens m'ont demandé que j'ai fait mon dissent, que je l'ai fait un tchouva pour que tout le monde le reçoive. Il y a un tchouva et une opinion. L'un des principes est l'institution ou le rôle du rabbin dans la communauté comme Maradatra. Il y a celui qui parle de la loi juive pour sa communauté. Nous n'avons pas de pratiques halachiques qui sont imposées de manière globale pour tous les rabbins conservatifs et la même chose pour un nombre limité, ce qui se considère des pratiques standards. C'est un procès complètement différent. En ce qui concerne l'écriture, et voilà l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu difficulté avec la tchouva du Ravan Heller. Je ne vois des raisons d'enregistrer, de créer un enregistrement, quoi qu'il soit, la voix, les dates, les données, les caméras. Même s'il s'agit seulement d'une prohibition rabbinique, ce qui est interdit rabbiniquement doit être pris au sérieux. Et la question des enregistrements qui peuvent être dans notre contrôle ou pas, voilà l'un des facteurs. Merci beaucoup. Maintenant, oui, je vais poser beaucoup de questions. Les gens demandent sur le même masloul. L'une des questions est la suivante. Quelques congrégations ont utilisé l'équipement de streaming et zooming avant le Shabbat. Ça est un rapport à la légitimité de notre mouvement. Et qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont rester? Quelqu'un a demandé, si Ben Langdon a demandé
pour nous tous, qui sommes sous le scrutin, peut-être si nous décidons de fermer nos ordinateurs, que nous recommandons d'imprimer et avoir des copies de Teshuvot parce qu'ils sont très intéressants. Mais la question est, pour les outils, le concept pourrait être d'inviter les gens pour les offrir pendant les fêtes l'opportunité de participer ou quand ils sont chez eux, de participer. Ils ne doivent pas aller au shul, shul vient à eux. Il y a 3 questions. La première par rapport de zooming et streaming avant la tchouva. Et les mouvements, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui ont décidé que la seule chose qui les attire est ça, mais ceci peut être une possibilité de les mettre aux tables de Shabbat. Il y a une tradition durable, il y a une tradition que poskim soit qu'il y ait beaucoup de moments où l'on peut lire un tchouva où les rabbins disent les gens font déjà quelque chose et alors il faut le faire. L'un des problèmes avec notre mouvement est qu'il y a beaucoup de congrégations qui font des musiques le Shabbat et nous n'avons pas eu de guide pour eux pour le faire de manière plus respectueuse. Voilà une des choses où nous sommes un mouvement très divers et avoir des guides va aider les congrégations. Il y aura des gens qui seront en avant, mais il y aura des choses qui peuvent être de manière plus cautieuse, plus prudente. Mais mon tchouva dit que je veux tout le monde pour que tout le monde reste. Et s'ils seront hors des limites, au moins ils seront plus proches. En théorie, si l'on le fait bien, on ne va pas toucher l'ordinateur et on ne devrait pas toucher l'ordinateur si on le fait bien. Mais il y a de différentes possibilités et je le dis dans mon document. Il y a une vidéo que vous pouvez voir, il y a le lien. On peut utiliser le iPad pour d'autres choses, bien sûr. Je crois que la question de Mokta est vraie et je crois qu'il faut encourager les gens pour qu'ils le fassent. Et n'importe quelle communauté, si elles peuvent servir leur communauté et aider la communauté à avoir une expérience du Shabbat, il faut le faire. J'étais en vacances et j'étais très contente d'avoir, je pouvais même si j'aurais pu connecter avec mon ordinateur. Con mi sinagoga desde el lugar en el que estaba. Une congrégation, on doit sacrifier la propre expérience pour la partager avec les autres. Et c'est un sacrifice que je sais que je fais quand je fais les choses de cette manière. Amy, je voudrais ajouter quelque chose. La question du Shabbat comme une expérience juive centrale. Ici en Israël, personne n'a fait de diffusion en direct ou par Zoom
Et partout dans le monde, chaque communauté fait le Shabbat avant l'allumée des bougies et après Havdalah et les autres services ensemble. Les services en particulier ont été d'expériences très importantes pour les gens et les gens me disaient que pour entendre ces mélodies iconiques avec le Shabbat a été très important pour eux. Et entendre la Torah aussi était une expérience très profonde pour eux. Avant l'allumée des bougies, ils ont dit que ces éléments leur manquaient. J'avais suggéré des choses semblables. Pendant Elul, on peut prendre beaucoup de mélodies iconiques qui vont aider les gens à se sentir plus proches à l'expérience. Les rabbins vont pouvoir enseigner, c'est-à-dire la communauté juive aura une expérience Elul active pendant tout le mois et pas seulement le soir avant Rosh Hashanah. Si l'on pourrait créer cet esprit sans croiser la ligne. Merci, Rabbin. J'ai essayé de consolider les questions, mais nous n'avons pas plus de temps. Mais je veux dire que c'est une opportunité incroyable pour nous d'apprendre les uns des autres avec ces rabbins si distingués pour voir comment nous pouvons l'appliquer chez nous. De l'Assemblée rabbinique et le mouvement Masorti Olami, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans notre mouvement qui est un mouvement halachique et qui peut s'adapter aux différents moments. Quelqu'un a fait un commentaire ici, et comme un commentaire qui dit que ceci est un souvenir des moments où les mouvements et l'Assemblée discutaient les questions des femmes rabbins, et ce est un souvenir quand les mouvements discutaient la question de l'ordination des membres de la communauté LGBTQ. Nous espérons la vaccine. Il y a des femmes rabbins, il y a une acceptation de l'intégration, il y a inclusivité dans notre mouvement. Le nôtre est un mouvement inclusif. Nous faisons partie d'un mouvement qui est un mouvement de temps moderne, mais qui maintient l'essence de l'halakha. Et c'est pour ça que je dois présenter deux personnes qui sont les centres de notre mouvement. Rabbin Philippe Scheim, président de Masorti Olami et représentant de l'Assemblée rabbinique, et le rabbin d'une congrégation à Toronto, et Mauricio Walter, un ami de beaucoup d'années, 40 ans d'amitié. Il est un ami de nous, de nos familles. Il est le directeur exécutif de Masorti Olami, Merkaz Olami. Et pour nous, c'est un honneur d'introduire deux icônes du rabbinat aujourd'hui qui ont parlé à tout le monde sur notre mouvement. Je voudrais remercier
tous qui sont devant. Je veux remercier Ilana Garber et Tehila et les rabbins Amy Levin, Joshua Heller, Chaim Weiner. Et maintenant, on donne la parole aux rabbins Philippe Scheim et Mauricio Walter. Merci beaucoup d'avoir facilité cette discussion historique. Je vais faire un commentaire très bref. Il y aura des bruits dans ma synagogue parce qu'ils sont en train d'installer le streaming, la diffusion en direct, et c'est pour ça qu'il y a des bruits. Nous devons être préparés pour être avec la communauté et la faire participer. Je voudrais reconnaître il y a une chose qui n'a pas été dite. Si nous parlons avant COVID-19, il y avait beaucoup de gens il y avait des synagogues qui étaient en difficulté et la survie n'était pas certaine pour elles. Et maintenant, nous reconnaissons que pour la majorité des congrégations, au moins en Amérique du Nord, les fêtes sont très importantes pour les gens. C'est un incentive pour les gens pour reconnecter et payer les charges. Et il y a beaucoup de nos communautés qui sont préoccupées que cette saison, sans la possibilité de venir, va être un défi pour nos communautés. Alors, il faut reconnaître ça. Et ceci est part de la motivation pour le streaming qu'on est en train d'installer dans mon bureau, dans mon bâtiment et dans d'autres communautés. Et je voudrais reconnaître aussi les leaders de notre monde de ma sortie qui se sont réunis aujourd'hui. Joshua Heller, je suis convaincue que les générations vont étudier ce Tchouva comme un modèle d'expérience halachique. C'est très important pendant ces moments. Je crois que ça va être un modèle de ce que ça signifie d'être un étudiant de la halakha. Je crois que nous avons beaucoup appris des rabbins. Amy Levin aussi. Et je veux remercier Amalia Borch. Je vais te remercier pour être le modérateur et représentant de la communauté de l'Amérique du Sud. Et Mauricio Walter a eu l'idée du programme pour aujourd'hui de réunir notre mouvement au niveau mondial pour discuter ces choses. Teila a fait, si possible, et aussi Rabbin Blumenthal et Rabbin Garber l'ont fait possible. Alors, merci beaucoup à tous. Et maintenant, je voudrais donner la parole à mon ami, le directeur de Mercaz Olami et Masorti Olami. Je suis très content parce que ceci est l'esprit du mouvement. Celui-ci, l'esprit pluraliste à l'halakha. Ceci est très important et il ne faut pas oublier que nous avons une approche pluraliste et c'est l'esprit du mouvement. Nous travaillons tous ensemble comme partenaires dans de différentes activités et projets. La semaine prochaine, il y aura un autre Zoom, un autre streaming sur la création de communautés dans les moments de coronavirus. Je voudrais vous inviter tous à vous enregistrer, à vous faire partie parce que nous allons discuter des questions de liturgie, spiritualité pour nous préparer pour les fêtes dans un moment si difficile. Vous êtes tous invités et je voudrais vous remercier d'avoir participé. Merci beaucoup et soignez-vous.